Bonjour, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, tiens-toi bien parce qu'on va parler de quelque chose de sérieux, parce qu'on va parler de quelque chose de fondamental, parce que nous allons remonter l'histoire. Cher ami, tu sais, pour prendre au sérieux notre vie dans ce monde, il faut que notre manière de vivre soit déterminée par la connaissance la plus haute possible qui soit. Pour prendre au sérieux nos engagements politiques dans ce monde, il faut vérifier que nos engagements politiques soient fondés sur, je pourrais dire, un diagnostic qui soit le plus proche possible euh, de la réalité. Est-ce que tu comprends ce que je vais dire? Reste bien jusqu'à la fin et tu vas comprendre où est-ce que je vais en venir. Quand je parle de diagnostic, je parle d'un diagnostic de vérité. Voilà pourquoi la lecture, voilà pourquoi la méditation, voilà pourquoi l'analyse est un devoir. Enfin, je considère ça, c'est un devoir sacré de tout être humain. Et ils doivent aussi être sacrés aussi pour tout Africain et toute Africaine. On va remonter dans l'histoire pour pouvoir comprendre la déchéance, pour pouvoir comprendre la politique génocidaire de la France-Afrique. Comment est-ce que les Africains sont en train justement de se débarrasser justement de cet impérialisme français sur leur territoire. Je trouve très mal placé qu'on dise la France est en train de perdre l'Afrique ou bien Paris est en train de perdre l'Afrique. Je trouve cela vraiment très hautain, très condescendant. C'est-à-dire, dans l'imaginaire collectif français, le fait de dire que Paris est en train de perdre l'Afrique, en fait, c'est normal, en fait. Tu vois, à travers même leur expression, à travers même leurs mots, leur façon de parler, ils sont en train de, quoi, de maintenir toujours dans cet imaginaire collectif le fait que c'est tout à fait normal de pouvoir esclavagiser, c'est tout à fait normal de pouvoir euh, contrôler les Africains comme si la terre des Africains leur appartenait. Or, on sait dans quelles circonstances et conditions, comment est-ce que les Occidentaux se sont retrouvés en Afrique. Mais bon, bref, on en reviendra. Tu sais que la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, étaient des colonies françaises jusqu'à vers les années 1950-60, où il y a eu après des vagues de mouvements d'indépendance. Lorsque le général de Gaulle, président de la Cinquième République française, né en 1900, je crois dans 1958, hein. Si je me trompe, tu me dis dans les commentaires. Je parle de la République française. Je crois que c'est vers 1958 ou 56, je crois. Lorsque le président de Gaulle décide d'octroyer l'indépendance à tous les pays de la zone franc CFA, avec son homme des mains, Jacques Foccart, le criminel, le boucher, de Gaulle applique la même recette, la même recette pour maintenir toute l'Afrique occidentale, puis centrale, dans l'esclavage. C'est-à-dire qu'il applique la même recette à tous les pays africains qui faisaient partie des colonies françaises. Donc, pour mémoire, de quoi était-il question? Il était question pour le général de Gaulle, en tout cas, de conserver tous les avantages possibles de l'acte colonial et de minimiser, voire éliminer tous les inconvénients possibles de l'acte colonial. Et c'est de ça dont on va parler. Maintenant, tu vas me dire, c'est quoi les avantages c'est quoi les avantages de l'acte
de l'acte colonial? Eh bien, il y a déjà un premier avantage, c'est l'avantage économique. Dans cet avantage, l'acte colonial permettait d'avoir à la disposition de l'économie, de l'industrie française, des ressources naturelles gratuites et faramineuses. Je dis bien gratuites et faramineuses. On comprend pourquoi lorsque il y a des patriotes nigériens qui se mettent au pouvoir pour maintenant remettre en cause l'acte colonial, on comprend pourquoi est-ce que l'empire, l'empire du mensonge est en train de s'exciter. Quand une personne est habituée à voler gratuitement, tout ce qui lui permet d'être puissant, on comprend pourquoi est-ce que ça l'excite et ça le démange. Donc, la décolonisation pour De Gaulle consistait simplement à trouver une formule qui maintient la primauté, qui maintient euh, la préemption, la prépondérance, la mainmise de la France sur les ressources naturelles de ses anciennes colonies. Ça, c'est déjà un. Deuxième avantage, c'était que les anciennes colonies permettent à la France de conserver et de développer une position de grande puissance mondiale, car la France, ayant été aidée pour se libérer du nazisme et du fascisme à l'issue de la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945. La France était en position de grande faiblesse, très affaiblie et très fragile par rapport à ses alliés, les Américains, la Grande-Bretagne et puis euh, les Soviétiques, qu'ils avaient été voilà, enfin, qu'ils l'avaient aidé à se libérer justement. Donc, il était donc question pour la France de maintenir sous sa coupole politique toutes ces anciennes colonies de telle façon que celles-ci, enfin je parle des colonies, euh, répètent la dictée de la France dans les décisions, dans les décisions politiques aux Nations Unies. Est-ce que tu comprends? Ou, donc, tu comprends même le paroxysme, même, à tel point comment est-ce que l'arnaque était bien ficelée. Et de tout ça, ça permettait à la France de maintenir des anciennes colonies dans ce qu'on appelle zone d'influence, à savoir, on le sait tous, précaré. Je vais revenir sur ce mot parce que beaucoup des médias de grands chemins utilisent ces mots pour justifier et légitimer l'impérialisme, toujours légitimer l'impérialisme de la France en Afrique. Précaré. Ceux qui habitent en Occident savent de quoi il s'agit. Pré. C'est quoi un pré? Hein? Une prairie. Et qu'est-ce qu'on rencontre dans des prairies? Qu'est-ce qui est contenu dans des prairies? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on enferme dans des prairies? On a tous vécu, enfin, si tu as vécu dans des campagnes, tu sais de quoi il s'agit. Mais on en, on en reviendra un de ces quatre pour pouvoir parler de ça, parce que ça, c'était un autre sujet. Donc, on comprend bien que ça, c'était le deuxième objectif. Maintenant, il y a aussi un troisième objectif. Donc, c'est enfin, un troisième privilège, si je peux dire, que De Gaulle voulait préserver, car c'est le privilège de la prépondérance culturelle, l'aliénation culturelle. Donc, à travers la langue française et les organisations de la francophonie, le général de Gaulle voulait s'assurer que la France continuerait à contrôler les idées qui circulent dans les crânes de ces anciennes colonies, dans les crânes des ressortissants de ces anciennes colonies. Voilà le troisième objectif euh, fondamental qui est constituer justement les avantages justement
de cette décolonisation. Maintenant, pour que ces objectifs fondamentaux soient atteints, il fallait systématiquement atteindre un quatrième objectif, un quatrième avantage, un quatrième privilège. C'est que la France devrait s'arranger d'imposer en permanence, c'est-à-dire à la tête de ses anciennes colonies, décoloniser des larbins soumis à la France, exécutant les quatre volontés de la France, c'est-à-dire, voilà, que j'appelle les sous-préfets, les quatre volontés dont je viens de citer avant. Donc, ils étaient en quelque sorte des sous-préfets de la France. Donc, tu comprends pourquoi est-ce que tous les présidents qui ont succédé depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui et qui sont considérés ou bien qui ont été considérés comme les amis de l'Occident, en réalité, ce n'étaient que des sous-préfets à la botte de la France. Alors que tout président ou bien tout opposant ou patriote qui s'est levé pour pouvoir d'abord revendiquer d'abord la liberté du peuple, revendiquer d'abord la nation, la patrie d'abord, ceux-là qui travaillent pour le bien-être des populations ont été, voilà, tu comprends. Maintenant, à chaque fois que tu entends un président africain qui est considéré par les Occidentaux, qui est considéré comme la France, comme un modèle, il faut savoir que ce président travaille contre les intérêts de son peuple. Mais quand tu vois un président qui est les Français, qui est l'Occident, est en train de détester, il faut savoir que ce président travaille pour l'intérêt de son peuple. C'est comme ça, on nous a fait croire, par exemple, que Kim Jong, oh là là, Kim Jong-un, enfin, tu me dis dans le commentaire comment ça se prononce, le chef de l'État nord-coréen, on nous a tous fait diaboliser que c'était un pays merdique, que c'était un démon, il fait souffrir sa population. Vraiment, vraiment, pourquoi est-ce que ils ne peuvent pas vivre leur démocratie selon leur culture? Pourquoi vous voulez simplement qu'ils vivent selon votre modèle à vous de voir la démocratie? Vraiment? C'est comme ça qu'on nous a fait croire que la Russie était un diable, n'est-ce pas? On nous a tous diabolisé que la Russie est diable, que la Russie est le mot mauvais, c'est le pire cancer. Vraiment? Pourquoi la Russie ne peut pas vivre selon ses cultures, selon ses traditions? Pourquoi vous voulez simplement qu'il adopte un modèle de vie euh, que vous vous imposez? C'est comme ça qu'on nous a fait croire que l'Érythrée, ben voilà, c'est un pays des dictateurs. C'est pour cela certains, euh, euh, certains patriotes sont traités de complotistes, terroristes, enfin, tous les mots mauvais en fait. Dictateurs. Il faut faire très, très attention. Pourquoi on est en train de nous présenter ces genres d'images? Est-ce que ça reflète réellement la réalité? Retiens bien ceci. Donc, de l'autre côté, on voit que ceci nous montre comment est-ce que, comment est-ce que le général de Gaulle conçut la décolonisation de l'Afrique et par conséquent, enfin, quand je parle de la décolonisation, l'illusion, l'illusion de la décolonisation et par conséquent, ben voilà, la pseudo-décolonisation de l'Afrique. Tu vois bien ce que je vais dire, quoi. C'est-à-dire une décolonisation, blablabla, bla, bla, mais dans le fait, on vous tient toujours par la queue, quoi. Tu vois. De l'autre côté, maintenant, quels sont les inconvénients que le général de Gaulle voulait éviter? Eh bien, il voulait éviter simplement que les Africains et les ressortissants des anciennes colonies françaises soient des citoyens français au même titre que les Blancs français. Si les Noirs français, si le Maghrébin français ou l'Arabe ou la Beurette, peu importe, français des colonies, avait été intégré dans la République française dans les années 60, c'est-à-dire il était probable que
les présidents français soient des Noirs ou des Maghrébins à l'avenir. En raison, bien sûr, de la loi mathématique de la majorité ethnopolitique. Tu vois, le général de Gaulle ne voulait surtout pas, mais c'est-à-dire au grand jamais, 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 jamais voir une France qui verrait à sa tête, à l'Élysée, un Noir ou un Maghrébin. Voilà pourquoi le général de Gaulle a décolonisé l'Afrique pour éviter cet inconvénient. Donc, il a décolonisé pour éviter carrément que cela ne puisse se produire. Pour lui, c'était un mal nécessaire. Donc, s'il a accepté de proclamer, euh, il a accepté de proclamer les indépendances du bout des lèvres, c'est parce que cela permettait au moins, grâce à la politique des visas, à la politique des frontières, à la politique des consulats, des ambassades, de bloquer les Noirs et les Maghrébins de l'autre côté de la Méditerranée, de bloquer les anciens colonisés de la France sur leur territoire. Donc, il faut leur parquer, en quelque sorte, il faut les parquer, les stationner là-bas. Parce que la politique d'immigration de la France n'est que la continuité de la méthode de la ségrégation. Ça, euh, ce n'est pas nouveau. Hein. Si tu es sur cette chaîne, tu comprends bien que ce n'est pas nouveau. Il y a maintes fois, j'ai déjà fait des vidéos pour pouvoir expliquer cela. Donc, la politique d'immigration que tu vois aujourd'hui, ce n'est que ben voilà, la continuité de la ségrégation raciale. Esclavage, colonisation, ségrégation, bref, tout est consort. Ce n'est que la continuité de la méthode, ce qu'on appelle la méthode de parquage. Voilà pourquoi j'ai dit, il n'y a rien de nouveau. Car il est de plus facile, enfin, jusqu'à cet instant, en 2023, à un Français blanc de venir en Afrique qu'à un Noir d'Afrique de venir en France. Car il faut savoir que cela a été mis en place par le général de Gaulle. La ségrégation par le visa. Voilà pourquoi le débat politico-franco-africain tourne toujours, ou bien, en tout cas, politico-arabe ou maghrébin, tourne toujours autour de la politique d'immigration. Même en France, tu verras que le grand volet tourne toujours de l'immigration, comme si c'était ça le plus grand fléau de la France. Il faut savoir que ce système a été voulu par De Gaulle, car il était question d'empêcher que la nation française, en se brassant, en se métissant énormément, on vienne à être obligé d'élire au Mathieu, enfin à l'Élysée, d'élire à la tête de l'Assemblée nationale ou bien d'élire euh, à la tête du Sénat ou bien d'élire hein, à la tête des grandes institutions françaises un Noir ou bien un Maghrébin. Voilà pourquoi tu as en France le paradoxe d'un pays qui est sociologiquement métis, mais qui est politiquement blanc. Voilà ce qui explique aujourd'hui, tu as en France le paradoxe d'un pays qui est sociologiquement multiethnique, multicolore, comme on le voit par exemple avec l'équipe de France. Hein? C'est pas moi qui l'invente, tu le vois très bien, comme on le voit avec l'équipe de France. Donc, n'est-il pas bizarre, subitement, qu'il y ait en France une équipe à majorité noire, une équipe brillante, mais quand on regarde le gouvernement français, on ne s'en rend pas compte. Oh tiens, ils sont là. Oh, c'est bizarre, mais l'équipe de France, là, ah, c'est l'Afrique qui joue ou bien c'est... Ah oui, ok. Et vos dirigeants? Il n'y a personne. Et quand on regarde l'Assemblée française, l'Assemblée nationale française,
On ne s'en rend pas compte. Où sont-ils? Quand on regarde le Sénat français, on ne s'en rend compte de rien. Mais où sont alors les Noirs? Subitement, invisibles, incognito. Et tu as même jusqu'à des idiots, des crapuleux, soi-disant prétendants scientifiques et psychologues, qui vont jusqu'à prétendre que non, le noir ne peut qu'exceller dans le domaine du sport, dans le domaine de la danse, dans le domaine artistique, parce qu'ils sont génétiquement prédisposés à ça. Couillons de merde. Par contre, dans d'autres domaines, des vies comme la finance, la technologie, la science, l'économie, bref, la philosophie et autres, ils sont mentalement déficients. Tu as des gens qui supportent cela. Voilà des telles conneries qu'on rencontre aux petits-enfants, aux petits Français, dans les écoles qui vont se mettre à leur tour à raconter à leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Il faut savoir, la France aujourd'hui, la France, c'est quoi aujourd'hui? C'est la vérité. En fait, la vérité en France, en fait, c'est un mensonge qui a longtemps duré. C'est l'une des raisons pourquoi est-ce que le test, le test d'ADN est interdit en France. Parce que tu imagines la bombe Hiroshima que ça serait si on arrivait à remonter la lignée pour savoir qui est le père d'origine de tel, qui est le père de tel, qui est le père de ceci, qui est le père de cela. Croyez-moi, si ça s'aurait su, beaucoup de ces dirigeants allaient tomber. Beaucoup de masques allaient tomber. Pourquoi? On se serait rendu compte que ceux qui nous dirigent proviennent justement de ces mêmes fascismes, des fascistes, proviennent justement des familles qui ont sponsorisé le nazisme. Il faut savoir ça. Les familles qui ont sponsorisé le nazisme, les familles qui ont sponsorisé la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Ne crois pas que la Première Guerre, les guerres se font simplement comme ça sur un coup de tête. Non, il faut qu'il y ait des financiers. Et qui sont ces financiers? Et voilà au pouvoir. Va faire tes propres recherches. Quand tu es déjà au courant de ça, tu as froid au dos. Voilà pourquoi les plus éveillés n'osent même pas voter. Et je leur comprends. Voilà pourquoi beaucoup des entrepreneurs aussi, à côté de ces volets fiscalité et autres, vont émigrer ailleurs. Tu vois. La France, c'est la vérité. La vérité en France, c'est un mensonge qui a longtemps duré. À force d'être perpétré, d'être convaincu que c'est un mensonge, ben voilà, on en revient ainsi. OK, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Observe toi-même, dans le CAC 40 français, il n'y a aucun noir, il n'y a pas des maghrébins. Et tout ça, on ne se rend pas compte que la France est blanche, noire, métisse, bérette, arabe, je ne sais pas quoi, quel autre brassage. Tu vois? Ces systèmes qu'on voit, en fait, c'est savamment pensé, c'est savamment décortiqué par le général de Gaulle. Et c'est cette politique qui continue aujourd'hui avec Macron. Voilà pourquoi je vous dis que quand je vois ces réactions, quand je vois ces sorties, quand même je vois ce qui va arriver demain, c'est comme si je sais déjà à l'avance qu'est-ce qu'il est en train de préparer. Parce que tout ce qu'il est en train de faire, la manière dont il est en train de sponsoriser les terroristes pour déstabiliser le Mali, le Burkina, le Niger et autres, c'est la même politique que De Gaulle et son ami Foucault ont pratiquée pendant les indépendances. Et aussi pendant leurs ancêtres qui ont pratiqué pendant l'esclavage, la traite négrière et autres. C'est toujours les mêmes stratégies et les mêmes techniques. Maintenant, si toi, tu ne connais pas l'histoire, comment vas-tu apprendre sur ton ennemi? Hmm? Comment? Donc, le fait de préserver le privilège de l'homme blanc sur l'homme noir français,
sur l'homme arabe, l'homme maghrébin français, ou bien l'homme jaune, ou bien l'homme chinois français, et globalement préserver le privilège du français sur le ressortissant d'une ancienne colonie. Cela a été au fondement même de la décolonisation. De Gaulle voulait éviter cet inconvénient dont je viens de parler. Voilà pourquoi les États-Unis, qui ont connu les politiques de ségrégation raciale sévères et tout aussi dures, au moins, que celles que nous avons connues en France, eux ont quand même accepté une telle porosité dans leur système que Barack Obama a pu être président des Nations Unies. Et je répète encore, ce n'est pas ce n'est pas le meilleur président et ce n'est pas mon modèle, moi, de président. Je préfère encore M. Donald Trump et Barack Obama. Moi, lui, c'est un patriote. Voilà pourquoi la Grande-Bretagne, qui a été le pays le plus racial du monde, le grand spécialiste de la ségrégation, mais quand elle a rabattu et assumé sa décolonisation, la Grande-Bretagne en vient à avoir un premier ministre d'origine indienne. En France, c'est niet, sine qua non. You are persona non grata. You are black, persona non grata. Retourne dans ta jungle. C'est la France. Et dans la psychologie politique qui a été inculquée aux populations d'origine européenne en France, il n'est pas question, bien sûr, de voir un Noir ou un Maghrébin à l'Élysée. Et de temps en temps, tu verras les petits Rachida Dati, les Ramayad ou des petits trucs comme ça. Mais tu comprends bien qu'ils sont toujours à des postes. Ce ne sont pas des postes régaliens, c'est juste des petits postes accessoires qu'on donne, c'est là. Mais ni plus ni moins, histoire de montrer que, ben voilà, hein, nous sommes aussi, hein, voilà, hein, nous avons vos frères et sœurs, donc ils les mettent dans des postes pas stratégiques, mais juste simplement pour légitimité encore le vol encore en Afrique. Voilà. Et c'est ce qui explique d'ailleurs aussi la prospérité du Rassemblement national sur les décomptes du Front national. La lépénisation, Marie Le Pen, la lépénisation des esprits n'est pas du tout un hasard en France. Il s'agit de l'un des aspects du gaullisme, ce que j'appelle moi la botte secrète dans l'arène politique française. Parce que dans le gaullisme, il y a une dimension lépénique. Lépénique. Je ne sais pas si ces mots existent, mais bon, déjà Jean-Marie Le Pen. Et aujourd'hui, la nature profonde de l'inconscient politique français explique que le plus grand parti de France est le Rassemblement national. Un parti d'extrême droite connu pour prôner la pureté et la supériorité de la race blanche sur toutes les races. Voilà le premier inconvénient que le général de Gaulle a évité et qu'il a décolonisé l'Afrique avec sa bouche, juste du blablabla. Mais dans les faits, c'est comme si on vous dit, OK, partez, prenez vos bateaux, partez, mais sous l'eau, ils ont attelé, amarré un câble pour pouvoir retenir le bateau. Mais on vous dit, mais partez, non? Mais le bateau fait bim, 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 le bateau, avec son moteur, est en train de brouiller, mais le bateau ne peut pas avancer. Pourquoi? Parce que sous l'eau, il y a un câble qui servait à amarrer, qui est toujours retenu là, à un bord. C'est comme ça, l'Afrique se retrouve aujourd'hui sous l'emprise de l'empire du mensonge. Donc, le premier inconvénient. Pour le deuxième inconvénient, justement, je ferai une autre vidéo justement pour parler de ça.
Et en attendant, parce que je ne veux pas que cette vidéo soit longue, en attendant, je voudrais que toi, tu me mettes dans les commentaires euh, ton opinion par rapport justement à euh, la politique des De Gaulle en Afrique, quoi. Parce que je sais que tu es euh, intelligemment, enfin, que tu es très intelligent, il y a beaucoup d'intelligents ici, et pour pouvoir parler de géopolitique, même moi, je prends, je prends des notes, je lis des livres, donc ce n'est pas donné à, comment on appelle ça? Il faut, il faut vous donner quelque chose de solide, il faut vous donner de la valeur. Parce que si moi je fais d'erreurs, donc je sais que comme vous êtes intelligent, vous saurez me remettre dans, euh, vous saurez me remettre à ma place. Et sur ce, je te demande de pouvoir liker si tu ne veux pas rater la prochaine vidéo qui va sortir et d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne pas en manquer une vidéo. Je m'efforce, je me suis donné comme objectif de publier une vidéo par jour et aussi de partager cette vidéo avec toute personne qui a à cœur l'Afrique. Parce que c'est en s'informant qu'on arrive à prendre des décisions qui vont changer notre vie. Voilà le but de cette chaîne. C'est pour t'aider à pouvoir prendre des décisions drastiques. Si tu vis dans l'illusion, si tu vis toujours dans l'analphabétisation, si tu vis toujours en étant sous-informé ou bien désinformé, comment veux-tu trouver le bout des tunnels de la vie que tu es en train de mener là actuellement? Voilà pourquoi il faut éclairer les consciences pour que ça puisse maintenant, en ayant tous les outils en main, que tu puisses te dire, ah ouais, celui-là, là, il faut que je prenne vraiment des décisions en rapport avec de nouveaux objectifs de vie. L'objectif, c'est simplement de réussir ta vie. Et dans la barre de description, il y a justement des formulaires, il y a justement un formulaire qui va t'aider justement à pouvoir te lancer sur un business en ligne, en rapport avec ta vocation, en rapport avec ta personnalité. Regarde les formulaires. C'est très, très important. Une fois que tu remplis le formulaire, moi ou bien un membre de mon équipe, nous allons te contacter pour pouvoir parler justement, enfin, du résultat qu'on aura par rapport au choix que tu auras fait pour pouvoir t'indiquer, te guider. Et ça, gratuitement, te guider. Écoute, par rapport à tes réponses, voici ce que nous pensons. Nous pensons que tu seras plus enclin à pouvoir exceller dans tel business, tel business, tel business. Et ce, même si tu ne connais même pas de quel business il s'agit. Pas de souci. C'est une formation. Tu te formes, c'est formé. Ça te permet simplement de gagner du temps. Et puis tu mets en pratique et tu vois le résultat. Et après, tu viens raconter, aider aussi d'autres personnes à faire pareil. Allez, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.